Quelques minutes seulement avant que le rideau de velours rouge ne se lève sur la plus grande consécration de sa vie, alors que les rumeurs de la croisette s'engouffraient par les fenêtres entr'ouvertes de sa suite, un homme dont personne n'a jamais pu décliner l'identité exacte s'est glissé dans l'ombre de sa chambre. Les témoins, rares et terrifiés par le silence qui suivit, racontent que Jean-Louis Trintignant, d'ordinaire si impénétrable, est ressorti de cet entretien avec le visage d'un homme qui venait de voir son propre reflet se briser dans un miroir d'argent. Pourquoi cet acteur, au sommet d'une gloire que le monde entier lui enviait, a-t-il soudainement semblé vouloir s'effacer, comme si cette rencontre nocturne avait scellé un pacte dont le prix était son propre effacement? Qui était ce visiteur de l'ombre capable de faire trembler celui que l'on surnommait l'homme aux mille silences? Et quel secret a-t-il déposé dans le creux de son oreille pour que, dès le lendemain, Trintignant commence à dire non aux propositions les plus folles de Hollywood? Est-il possible que la trajectoire entière de cette légende du cinéma français n'ait été qu'une longue fuite orchestrée après cette entrevue mystérieuse? Une quête désespérée de vérité, loin des projecteurs qui brûlent les âmes? Nous allons plonger dans les archives interdites de cette vie faite de murmures et de zones d'ombre. Car ce que vous croyez savoir sur Jean-Louis Trintignant n'est que la surface polie d'un océan de secrets bien plus profond. Dans le tourbillon étincelant de l'année 1966, la France ne jure que par lui, par ce regard mélancolique et cette voix de velours qui semble toujours retenir un sanglot ou un aveu. Le succès planétaire de Un homme et une femme, de Claude Lelouch, vient de transformer ce fils de bonne famille du sud de la France en une icône absolue de la romance moderne. Un pilote de course dont chaque accélération sur le sable de Deauville fait battre le cœur de millions de spectatrices. Pourtant, derrière les sourires de façade et les smokings impeccables, Jean-Louis Trintignant étouffe sous le poids d'une célébrité qu'il n'a jamais vraiment désirée. Lui qui se rêve en poète de l'ombre plutôt qu'en proie pour les photographes de mode. On le voit au bras des plus belles femmes, on l'imagine comblé par les 2 Oscars et la Palme d'Or, mais la réalité des coulisses est bien plus sombre, faite de nuits d'insomnie où il se demande si l'art de jouer n'est pas, au fond, une trahison de soi-même. Alors que les studios américains lui offrent des ponts d'or pour devenir le nouveau visage du glamour européen, il choisit de se retirer dans sa propriété, préférant le silence des oliviers au fracas des applaudissements. Un choix que ses agents et ses proches ne parviennent pas à comprendre. Était-ce déjà le signe d'une blessure intérieure, trop vive pour être exposée au grand jour, ou le début d'une stratégie délibérée pour protéger un jardin secret que personne, pas même ses épouses successives, ne parviendrait totalement à déchiffrer? La rumeur courait dans les couloirs des studios de Boulogne, portée par des techniciens qui l'avaient vu s'effondrer une fois les caméras éteintes, mais personne n'osait briser l'omerta entourant la santé fragile de l'idole. Derrière cette image de force tranquille et de virilité contenue, Jean-Louis Trintignant dissimulait un mal invisible, une fatigue de l'âme si dévastatrice que les médecins les plus renommés de Paris lui avaient conseillé, dans le plus grand secret, de quitter définitivement les plateaux de tournage. On murmurait que son cœur, ce muscle qu'il mettait à nu dans chaque rôle, ne supportait plus les décharges d'adrénaline des courses automobiles qu'il affectionnait tant, ni la pression constante d'un métier qui exigeait de lui une perfection inhumaine. Pourquoi a-t-on caché au public que, lors du tournage de certains de ses chefs-d'œuvre les plus sombres, une équipe médicale se tenait prête à intervenir à la moindre défaillance, dissimulée derrière les décors de carton-pâte? Comment cet homme a-t-il pu continuer à incarner la passion et la vie alors que, selon des rapports médicaux restés sous clé pendant des décennies, il luttait chaque jour contre un épuisement qui menaçait de l'emporter dans les limbes de l'oubli? Cette lutte contre l'invisible explique peut-être pourquoi il s'est tourné vers des rôles de plus en plus complexes, de plus en plus intériorisés, cherchant dans le cinéma d'auteur une forme de thérapie que le grand spectacle ne pouvait lui offrir. Chez Bernardo Bertolucci ou Costa Gavras, il ne joue plus, il s'expose.
Il laisse entrevoir les fêlures d'un homme qui sait que le temps lui est compté, et que chaque mot prononcé devant l'objectif pourrait être le dernier. Le contraste est saisissant entre l'image publique de l'acteur comblé, vivant dans le luxe et la reconnaissance, et cet homme qui, une fois rentré chez lui, s'enferme dans sa bibliothèque pour lire de la poésie jusqu'à l'aube, cherchant désespérément une réponse à une question que personne n'ose lui poser. Ses proches racontent qu'il pouvait rester des journées entières sans prononcer une seule parole, comme s'il économisait son souffle pour une échéance fatidique que lui seul voyait approcher à grands pas. Mais alors que le monde entier célébrait son génie, qui était vraiment au courant de la gravité de son état, et qui a profité de cette vulnérabilité pour l'enchaîner à des contrats que sa conscience réprouvait? Le coup le plus terrible ne vint pas de la maladie ou de la fatigue, mais de celui qu'il considérait comme son frère d'armes, un homme de l'ombre qui partageait ses secrets les plus intimes depuis ses débuts dans le métier. Cet ami de 30 ans, dont le nom fait encore frémir ceux qui connaissent les dessous du cinéma français, aurait secrètement enregistré leurs conversations les plus privées, vendant aux plus offrants les doutes et les faiblesses d'un Trintignant à bout de force. Imaginez la douleur de cet homme si pudique, découvrant que ses confessions sur ses échecs amoureux et ses peurs les plus profondes étaient devenues une monnaie d'échange dans les salons feutrés de la capitale. On raconte que pour la modique somme de quelques milliers de francs, ce traître aurait révélé les détails d'une crise existentielle qui avait failli pousser l'acteur à tout abandonner au milieu des années 70. Pourquoi cette trahison a-t-elle été étouffée par les grands patrons de presse de l'époque? Et quel était le véritable objectif de celui qui cherchait à briser l'image d'intégrité absolue de Jean-Louis Trintignant? Cette trahison marqua une rupture définitive dans la vie de l'acteur, le poussant à se méfier de tout et de tous, et à se réfugier plus que jamais dans le cercle restreint de sa famille et de ses amours passionnés. Sa relation avec Nadine Trintignant, femme de talent et de caractère, fut à la fois son ancre et son tourment. Un lien indéfectible, tissé de cinéma et de drames personnels, que le public ne faisait qu'apercevoir à travers le prisme déformant des magazines People. Ensemble, ils ont traversé des tempêtes que peu de couples auraient survécues. Mais dans l'ombre, les vautours continuaient de rôder, attendant le moment où la cuirasse de l'acteur se fissurerait enfin. On dit que même au sein de son propre clan, certains voyaient en lui non pas un homme à protéger, mais une source de revenus inépuisable qu'il fallait exploiter jusqu'à la dernière goutte de son talent. Est-il possible que l'homme qui a dit non aux étoiles ait été en réalité prisonnier d'un système bien plus cynique qu'on ne l'a jamais raconté? Un système où même l'amour et l'amitié avaient un prix? Et si la véritable raison de ces longs silences n'était pas la pudeur, mais la peur de voir ses paroles à nouveau retournées contre lui par ceux qu'il aimait le plus? Cette volonté farouche de protéger son intimité se manifestait jusque dans les moindres détails de son quotidien. Dans le tiroir secret d'un secrétaire en acajou, niché au cœur de sa demeure d'Uzès, on a découvert, après son départ, un petit carnet à la couverture de cuir noir, usé par le temps et les manipulations nerveuses. Ce manuscrit, que Jean-Louis Trintignant protégeait comme le plus précieux des trésors, contient des annotations qui bouleversent totalement notre compréhension de sa carrière et de ses silences légendaires. Loin de l'image d'un acteur instinctif et nonchalant, ces pages révèlent une obsession presque maladive pour la précision, une sorte de cartographie de la douleur où chaque soupir et chaque regard étaient calculés avec une rigueur mathématique. Pourquoi cet homme, que l'on croyait guidé par le hasard des rencontres, éprouvait-il le besoin de consigner par écrit la moindre de ses hésitations, comme s'il craignait que son propre mystère ne lui échappe? Est-il possible que ce carnet soit la preuve d'une peur panique de l'improvisation, cachée derrière le masque de la décontraction, et que chaque silence à l'écran ait été le fruit d'un labeur épuisant et secret? Cette quête de perfection confinait parfois à l'étrange, voire à l'inquiétant, pour ceux qui avaient le privilège de l'observer de près dans l'intimité de son travail. On raconte que pour préparer certains rôles particulièrement sombres, comme celui du juge dans le film Z de Costa-Gavras, Trintignant s'imposait des rituels de solitude absolue,
s'enfermant dans l'obscurité totale pendant des heures pour apprendre à voir sans être vu. Ses partenaires de jeu, souvent déstabilisés par cette intensité froide, murmuraient dans son dos qu'il ne jouait plus, mais qu'il devenait une sorte de réceptacle pour les angoisses de l'époque, un miroir déformant qui renvoyait à chacun ses propres zones d'ombre. Cette exigence démesurée provoquait l'admiration mais aussi une forme de malaise, car il semblait parfois que l'acteur se fassait totalement derrière le personnage, laissant une place vide là où aurait dû se trouver l'homme. Était-ce cette capacité à disparaître qui fascinait tant les plus grands réalisateurs, ou craignait-il, comme certains de ses proches, qu'il ne finisse par ne plus jamais revenir de ses voyages au bout de la nuit intérieure? Pendant plus de 40 ans, un homme est resté l'ombre de l'ombre. Un chauffeur et assistant personnel qui a partagé les trajets nocturnes et les confidences de l'acteur entre deux tournages épuisants. Aujourd'hui, ce témoin privilégié sort enfin de sa réserve pour décrire un Jean-Louis Trintignant bien loin des tapis rouges, un homme capable de conduire sa voiture de sport à des vitesses vertigineuses sur les routes de Provence pour échapper à la pression des studios. Il raconte comment, dans le secret de l'habitacle, l'acteur se laissait aller à des confidences sur un personnage mystérieux, une sorte de mentor de l'ombre, un ancien pilote de course aux fréquentations douteuses qui l'incitait à repousser toujours plus loin les limites du danger. Ce compagnon de route, que Trintignant appelait simplement le Marquis, semblait exercer sur lui une fascination magnétique, l'entraînant dans des cercles où le jeu et le risque étaient les seules lois, loin du regard désapprobateur de la bonne société cinématographique. Ce personnage de l'ombre, dont l'influence sur les choix de l'acteur reste encore à éclaircir, l'aurait poussé à accepter des rôles de plus en plus risqués, non pas pour la gloire, mais pour le frisson de l'interdit. C'est sous cette influence occulte que Trintignant aurait commencé à fréquenter des lieux de perdition élégants, des clubs privés où se croisaient la haute aristocratie et le milieu interlope, cherchant dans ces contrastes violents la matière première de ses futures interprétations. Ses amis les plus proches, comme Claude Lelouch, sentaient bien que Jean-Louis leur échappait, qu'il puisait sa force dans un monde dont il n'avait pas la clé, un univers de secrets et de pactes tacites. Pourquoi cet acteur si discret ressentait-il le besoin de se confronter à une telle noirceur, et jusqu'où ce mentor mystérieux l'a-t-il conduit dans sa quête d'une vérité humaine sans phare? Il y avait cet objet dont il ne se séparait jamais, une petite médaille d'argent ternie par les années, qu'il dissimulait toujours sous sa chemise ou dans la doublure de ses costumes de scène. Jean-Louis Trintignant était un homme de signes et de présages, convaincu que sa destinée était liée à des forces invisibles qu'il fallait apaiser par des rituels immuables. On raconte qu'en 1972, lors d'une séance de ses privés sur un circuit automobile, la médaille s'est brisée net alors qu'il s'apprêtait à prendre le volant d'un bolide surpuissant. Quelques minutes plus tard, la voiture quittait la piste dans un fracas de métal froissé. Un incident d'une violence inouïe que les producteurs du film ont immédiatement cherché à étouffer pour ne pas effrayer les assureurs et le public. L'acteur sain est sorti par miracle, mais cet avertissement du destin a marqué un tournant définitif dans sa perception de la vie et de son métier, renforçant sa conviction que chaque seconde de répit était un don fragile. Pour protéger l'image de l'icône romantique et la viabilité commerciale de ses projets en cours, une véritable chape de plomb a été posée sur cet événement, les témoins étant priés de garder le silence en échange de compensations généreuses. Trintignant lui-même, d'ordinaire si loquace sur sa passion pour la vitesse, n'a plus jamais évoqué cet après-midi-là, se contentant de remplacer la médaille brisée par un autre talisman dont personne n'a jamais connu l'origine. Ce secret partagé avec une poignée d'initiés a créé autour de lui une aura de mystère encore plus épaisse, comme s'il était désormais un survivant, habitant un monde qui n'était plus tout à fait le nôtre. Cette gravité, cette manière presque spectrale d'habiter l'espace, trouvait sa source dans un lieu dont l'existence même était niée par son entourage officiel, une adresse dérobée aux regards indiscrets dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Derrière la façade austère d'un immeuble du XVIIe siècle,
Jean-Louis Trintignant possédait un studio secret, une cellule de silence où il se réfugiait pour échapper à la comédie humaine qu'est la célébrité. Les rares voisins qui l'apercevaient, sans jamais oser l'aborder, décrivent un homme qui semblait porter tout le poids du monde sur ses épaules, s'engouffrant dans le porche à des heures indues, le col de son manteau relevé comme pour se protéger d'une menace invisible. C'est dans ce sanctuaire d'ombre, loin des fastes de sa propriété d'Uzès, que l'acteur laissait enfin tomber le masque, s'abandonnant à une mélancolie si profonde qu'elle confinait à la déraison. Pourquoi ce monument du cinéma français ressentait-il le besoin vital de s'enfermer dans cette solitude absolue, au milieu de murs tapissés de poèmes manuscrits et de photographies de visages disparus, alors que le monde entier réclamait sa présence? Dans ce refuge clandestin, la psychologie de l'acteur semblait se fissurer, révélant une âme tourmentée par une paranoïa croissante que seule la pénombre parvenait à apaiser. Il passait des nuits entières à écouter des enregistrements de voix qu'il était le seul à reconnaître, des murmures du passé qui semblaient guider ses choix de carrière les plus radicaux et les plus sombres. Ses proches commençaient à s'inquiéter de ses absences prolongées, de ces moments où Jean-Louis ne répondait plus au téléphone, préférant le dialogue avec ses propres fantômes au tumulte des plateaux de tournage. On raconte qu'il avait fait installer des verrous complexes et qu'il vérifiait chaque recoin de la pièce avant de s'asseoir, persuadé que des oreilles indiscrètes cherchaient à capter ses pensées les plus intimes. Cette dérive vers un isolement presque mystique était le prix à payer pour sa quête de vérité absolue. Une exigence qui le poussait à rejeter tout ce qui n'était pas le sens même de l'émotion pure. Mais que cherchait-il réellement à fuir dans ce studio de la rue de l'Abbaye? Et quel secret inavouable protégeait-il derrière ces portes closes que même ses épouses n'avaient jamais franchies? Cette retraite forcée dans l'ombre n'était pas seulement le fruit d'une lassitude personnelle, car dans les hautes sphères du pouvoir culturel de l'époque, une décision irrévocable avait été prise pour briser cet homme trop indépendant. Dans les archives poussiéreuses d'un ministère dont nous tairons le nom, certains évoquent l'existence d'une note de service datée de la fin des années 90, où le nom de Trintignant était souligné d'un trait rouge sang, synonyme d'une mise à l'écart définitive. Ce n'était pas son talent qui était remis en cause, mais son refus systématique de se plier aux exigences d'une certaine élite qui souhaitait faire de lui l'ambassadeur d'un cinéma de propagande déguisé en divertissement. Pour avoir décliné une invitation privée à la table d'un haut dignitaire dont la fille s'était entichée de lui, l'acteur s'est vu soudainement privé de financement pour ses projets les plus chers, les portes des grandes maisons de production se refermant les unes après les autres avec une synchronisation suspecte. Cette opération de sabotage, orchestrée dans le plus grand secret, visait à punir celui qui avait osé dire non, transformant le roi du box-office en un paria de luxe que l'on respectait en public, mais que l'on étranglait financièrement en coulisses. Face à cet assaut invisible, Jean-Louis Trintignant a réagi par une forme de résistance désespérée, commençant à détruire systématiquement les traces de son passé pour ne rien laisser à ses détracteurs. Dans la cheminée de sa demeure provençale, des centaines de lettres, des journaux intimes et des scénarios annotés ont été réduits en cendres au cours de nuits solitaires et fiévreuses. Il ne s'agissait plus seulement de protéger sa vie privée, mais d'effacer les preuves d'une carrière qu'il jugeait désormais souillée par la trahison de ceux qu'il croyait être ses pairs. Parallèlement à cette autodestruction matérielle, sa mémoire commençait à lui jouer des tours, un mécanisme de défense psychologique qui l'amenait à oublier les dialogues de ses films les plus célèbres comme pour s'en libérer. Lors d'une représentation théâtrale mémorable à la fin de la décennie, il s'est arrêté net au milieu d'une verre de Racine, fixant le public avec une détresse infinie, incapable de retrouver le fil d'une pensée qu'il avait pourtant répétée des milliers de fois. Était-ce le début d'un déclin inéluctable, ou l'ultime stratagème d'un homme qui préférait le silence de l'oubli à la répétition du mensonge imposé par ses ennemis? Le silence fut enfin rompu par une voix que l'on n'attendait plus, celle d'une femme qui s'était emmurée dans l'anonymat pendant plus de 30 ans et qui a accepté, pour la première fois, de livrer sa version de l'histoire. Cette ancienne collaboratrice,
que certains décrivent comme la véritable éminence grise derrière les choix les plus audacieux de l'acteur, a accordé un entretien exclusif dans une villa isolée de la côte italienne, loin de la fureur des médias parisiens. Ces révélations font l'effet d'une déflagration, car elle affirme que la chute de l'acteur pourrait avoir été précipitée par la trahison d'une membre de son premier cercle familial. Selon ses dires, une personne de confiance, chargée de gérer ses intérêts et son image, aurait secrètement pactisé avec ses adversaires politiques pour précipiter sa ruine morale et physique en échange d'une position de pouvoir dans l'industrie. Cette femme de l'ombre apporte des preuves troublantes de détournement de fonds et de manipulation psychologique visant à isoler l'acteur de ses véritables soutiens, le laissant vulnérable et seul face à l'adversité. Cette trahison au cœur même de son foyer a brisé les derniers ressorts de sa volonté, le plongeant dans une période de retrait total où sa santé a commencé à décliner de manière alarmante. Pourtant, dans un ultime sursaut de dignité, il a accepté de revenir devant la caméra de Michael Haneke pour le film Amour en 2012, un projet qu'il considérait comme son testament artistique et sa réponse finale à ses bourreaux. Ce tournage fut une épreuve de chaque instant, l'acteur devant puiser dans ses dernières forces pour incarner la déchéance et la tendresse avec une vérité qui a bouleversé le monde entier. On raconte que sur le plateau, il était si fragile qu'il fallait le soutenir entre chaque prise. Mais dès que le moteur était annoncé, il retrouvait une autorité et une lumière qui semblaient venir d'un autre monde. Ce retour triomphal, couronné par une palme d'or et un César, fut sa revanche éclatante sur ceux qui avaient voulu le fasser. Mais à quel prix pour cet homme qui n'aspirait plus qu'à la paix des champs d'olivier? Car en réalité, seulement 5 personnes, un cercle si restreint qu'il tenait dans l'habitacle d'une voiture de course, connaissaient la vérité terrifiante sur l'état réel de Jean-Louis Trintignant lors de ses dernières apparitions publiques. Ce comité de l'ombre, composé d'un médecin de confiance, lié par un serment de silence absolu, d'un producteur aux abois et de 2 membres de sa garde rapprochée, avait conclu un pacte de protection pour préserver la dignité de l'acteur, qui n'était plus qu'un souffle de vie porté par une exigence artistique totale. Alors que les spectateurs s'émerveillaient devant la justesse de son jeu, ils ignoraient que chaque prise de vue était précédée de soins intensifs prodigués derrière des paravents. Pourquoi ce petit groupe d'initiés a-t-il choisi de pousser un homme à bout de force sur le devant de la scène? Et quel était le véritable enjeu de cette mise en scène qui visait à protéger l'image d'une icône au détriment de sa propre sérénité? Cette gestion occulte ne répondait pas seulement à des impératifs artistiques, mais s'inscrivait dans une stratégie de préservation d'un empire symbolique dont les fondations commençaient à vaciller. Ses proches, dont les témoignages pudiques dorment aujourd'hui dans le silence d'Uzès, notaient avec émotion le fassement progressif de l'homme derrière la fonction, décrivant un Trintignant devenu l'otage de son propre génie. Dans les coulisses du Festival de Cannes, alors que les applaudissements faisaient vibrer les murs du palais, ce cercle restreint échangeait des regards lourds de sens, sachant que la moindre défaillance physique de l'acteur ferait s'écrouler un édifice financier et médiatique construit sur des décennies de mystère. Cette tension permanente a créé une atmosphère de paranoïa au sein de l'équipe, où chaque mot prononcé par l'acteur était pesé avant d'atteindre la presse. Est-il possible que Jean-Louis Trintignant ait été conscient de cette manipulation et qu'il ait accepté de jouer ce dernier rôle pour protéger ceux qui, paradoxalement, l'enfermaient dans cette prison dorée? Alors que le monde entier imaginait l'acteur à la tête d'une fortune colossale, la réalité comptable découverte après son dernier souffle a provoqué une onde de choc. Les comptes bancaires révélaient la gestion discrète d'un homme qui préférait investir dans ses terres du Gard et son domaine viticole plutôt que dans le faste. Les enquêteurs privés, mandatés par des héritiers stupéfaits, ont découvert la simplicité d'un patrimoine ancré dans la terre, loin des circuits financiers opaques que certains lui prêtaient. Pourtant, une nébuleuse de conseillers semblait avoir profité de sa discrétion légendaire
pour détourner une partie de son héritage. Où sont passés les gains de toute une vie de travail acharné? Et comment un homme aussi méticuleux a-t-il pu se retrouver, à l'aube de son départ, avec un patrimoine dont certains murs étaient grevés d'hypothèques secrètes? Cette situation n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une spoliation organisée par ceux-là même qui prétendaient veiller sur lui. On raconte que dans les dernières années de sa vie, alors qu'il se retirait à Uzès, des recueils de poésie lui étaient présentés entre deux moments de repos, des textes qu'il lisait d'une voix parfois tremblante, faisant confiance à ses proches. Ces lectures ont permis de préserver son héritage artistique, offrant à l'acteur la sérénité qu'il pensait avoir bâtie pour les siens. Le contraste est saisissant entre l'image de l'homme intègre et cette réalité brutale d'un artiste dépouillé par la cupidité de son entourage. Pourquoi Jean-Louis Trintignant, malgré sa lucidité, a-t-il choisi de s'effacer ainsi, préférant peut-être le silence de la ruine à l'éclat d'un scandale familial? Dans les archives d'un ancien agent artistique reposait le souvenir d'un choix radical, celui de refuser Hollywood. Ce choix, fait au début des années 60, n'était pas une soumission, mais un pacte de fidélité envers le cinéma d'auteur français. En échange d'une ascension fulgurante chez les plus grands réalisateurs, Trintignant s'engageait à une certaine réserve et, plus grave encore, à un droit de regard permanent sur sa vie publique. Sa pudeur naturelle explique pourquoi l'acteur a souvent semblé fuir les interviews trop personnelles et les projets trop commerciaux qui auraient pu le libérer de cette emprise. Son refus constant du star system révèle que derrière l'image de l'acteur rebelle se cachait un homme guidé par des principes d'une force inouïe. Chaque période de retrait médiatique était en réalité dictée par une exigence de vérité absolue. On raconte que même ses amours étaient marqués par cette quête de discrétion, lui qui voyait en la vie privée un jardin secret à protéger à tout prix. Le rideau est tombé définitivement sur la vie de Jean-Louis Trintignant en juin 2022, laissant derrière lui un vide immense et une multitude de questions restées sans réponse. Dans sa demeure d'Uzès, là où le vent souffle entre les oliviers, le silence est désormais total. Mais les échos de ses secrets continuent de hanter ceux qui ont partagé son intimité. Le destin, ce compagnon cruel qui lui avait ravi ses filles Pauline et Marie, a laissé derrière lui le souvenir d'une douleur immense et d'une trahison qui a empoisonné ses derniers jours. Le temps a laissé la légende de Trintignant se refermer sur elle-même, comme si sa vérité était trop profonde pour le tumulte du monde. Pourtant, au-delà des contes vides et des contrats secrets, il reste l'œuvre, cette trace indélébile laissée sur la pellicule par un homme qui a su transformer ses souffrances en une forme d'art absolu. Les conséquences de ses choix se lisent aujourd'hui dans chaque plan de ses films, où la mélancolie de son regard semble nous dire que la véritable liberté se trouve dans la capacité à rester soi-même malgré les chaînes que le monde nous impose. Jean-Louis Trintignant a emporté avec lui la clé de bien des mystères, mais il nous a laissé le plus beau des héritages. L'image d'un homme qui n'a jamais perdu son élégance ni sa dignité. Sa vie fut un long combat entre l'ombre et la lumière, une course de vitesse contre le destin où il a fini par trouver la paix, loin du bruit et de la fureur qu'il avait tant cherché à fuir. Aujourd'hui, alors que nous revoyons les images de ce pilote de course sur la plage de Deauville ou de ce vieil homme affrontant la finitude dans un appartement parisien, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander qui était vraiment Jean-Louis Trintignant. Était-il cette victime magnifique d'un système impitoyable ou un stratège hors pair qui a utilisé ses propres failles pour construire une légende immortelle? Sa pudeur était-elle un bouclier contre la douleur ou le masque d'une vérité trop complexe pour être partagée avec le commun des mortels? Quelle image gardez-vous de Jean-Louis Trintignant? Pensez-vous qu'il a été marqué par les tragédies de sa vie ou qu'il a délibérément choisi ce chemin de silence et de mystère pour protéger son art et sa dignité? Est-il pour vous le dernier géant d'une époque où le talent comptait plus que l'image, ou un homme transcendé par les épreuves qu'il a dû traverser? Sa voix et son regard resteront pour toujours
gravé dans l'histoire du 7e art.